Dimanche, bonsoir. Merci de suivre votre et notre magazine de décryptage d'informations politiques. Ce magazine d'entretien aujourd'hui qui va, bien entendu, vous faire découvrir un acteur politique louchois, évidemment. Quelqu'un qui œuvre dans la politique depuis un certain moment, mais que nous allons aujourd'hui vous faire découvrir par vous présenter bien entendu son parcours, analyse de questions d'actualité avec cet acteur politique qui n'est autre que M. Prince Kitungwa. Il est cadre de l'UDPS Fédération de Lubumbashi. C'est justement lui qui est hôte de ce magazine d'entretien aujourd'hui que nous allons bien entendu vous présenter M. Prince Kitungwa. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Avec vous, on va évidemment chercher ou à présenter votre parcours, également analyser des fautes en comble certaines questions d'actualité d'entrée des jeux. Que pouvons-nous savoir d'une manière brève c'est que M. Prince Kitungwa? Merci beaucoup mon frère. Je suis très heureux d'être invité dans votre émission aujourd'hui. Je m'appelle Prince Ngoi Kitungwa. Je suis marié et je suis père de 4 enfants. J'ai fait mes études à l'université de Lubumbashi, où j'ai fini en économie appliquée en édition 2000. Donc je suis dans la même promotion que certains politiciens, notamment Koko Mulongo, l'actuel député de l'UDPS, notamment Mme Bijoukat. Nous avons étudié ensemble. Et après avoir terminé les études, j'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud, où j'ai fait des financial management à l'université de Technico en Afrique du Sud. Je suis rentré au pays parce que je devais rentrer au pays, travailler dans mon pays, où j'ai été engagé au FPI, Fonds de promotion de l'industrie, en tant que haut cadre. Et de là, j'ai eu la chance de démissionner pour m'évacuer à mes activités personnelles. Donc à ce jour, je suis un opérateur économique et opérateur politique. Alors, en même temps, opérateur économique, opérateur politique. Alors, on va rendre l'aspect purement politique. Aujourd'hui, je pense que Kitungwa est connu comme cadre de l'UDPS. Et évidemment, nous vous avons connu comme étant responsable au niveau de FEUNUS, de Joseph Olengankoy. Pouvons-nous savoir les motifs qui vous ont poussé de migrer vers le FEUNUS, de FEUNUS vers Envol vers l'UDPS finalement? Ah, merci beaucoup. Chez FEUNUS, j'étais le président interfédéral du Haut-Katanga et le président fédéral de tous les grands Katanga, les partis chers à M. Joseph Olengankoy. Je travaillais chez Olengankoy préalablement, c'est-à-dire à la jeunesse, il y avait une certaine option qu'on s'était levée. L'option, c'était l'alternance à la chose publique. Le radicalisme qu'avait le président Olengankoy m'avait fait voir que nous devions cheminer ensemble. Et de là, pendant qu'on parcourait notre chemin politique, tout d'un coup, il y a une certaine partition du RASOP. Il y a eu RASOP Olengankoy, et puis il y a RASOP Limité. Cet aspect par rapport à la vision idéale qu'on avait, m'a laissé perplexe. Ça ne m'a pas enchanté, étant partisan de l'opposition et qui voulait toujours assez que les choses changent dans ces pays. Franchement, j'ai eu le temps de discuter avec mon président national. Je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, président, l'objectif c'est pas celui-là de diviser le rassemblement. L'objectif c'était de cheminer avec les rassemblements jusqu'à la fin. Malheureusement, mon président ne m'a pas compris. Voilà l'un des motifs en âme et conscience qui m'a poussé de quitter les FEUNUS. Donc c'était la dissension qu'il y a eu entre le CNSA ou le RASOP, bien entendu, avec Olengankoy qui est allé à la tête du CNSA et en laissant les autres, bien entendu, on peut dire que c'est ça la grande raison que vous avez quitté le FEUNUS. Tout à fait, mais écoutez, nous sommes allés tous dans les RASOP avec un idéal. L'idéal c'était les changements. L'idéal c'était arriver à mettre quelqu'un d'autre à la chose de ce pays. Mais malheureusement que le président est allé chez Sansa sans suivre le mot d'ordre de tout l'ensemble du personnel qui est dans les RASOP. Alors c'est comme ça que moi j'ai dit précisément, bon, apparemment c'était une majorité présidentielle voilée et en âme et conscience, en dépit de toutes les demandes qu'il m'a faites et de toutes les promesses qu'il m'a faites, j'ai dit non, j'ai regardé mon cap et c'est comme ça que
j'ai poursuivi jusqu'à lui dire au revoir en âme et conscience. Et à ces jours-là, j'étais resté acteur politique neutre avant que notre ami de Envol puisse venir me solliciter. Vous avez également un moment au niveau de Envol de Deli Sesanga avant d'aller à l'UDPS. Tout à fait. Bon, chez Deli Sesanga, c'était un parcours. J'ai eu le temps. Juste un petit moment. Oui, un petit moment. J'ai eu le temps de monter à Kinshasa, à rencontrer Deli. On a essayé de parler d'un certain nombre de questions. Et ces questions n'ont pas trouvé d'attente. Hein. C'est comme ça que je n'ai pas pu vraiment œuvrer parce que la fonction qu'il m'a donnée, c'était une fonction très importante. C'était le coordonnateur adjoint chargé oui, de la mobilisation et implantation du parti. Vous savez, c'est une fonction très importante, M. Mukendi, et cette fonction demande suffisamment de moyens. Je vois qu'il fallait l'implantation du parti. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui particulier pour l'UDPS? On vous voit très en mouvement à l'UDPS. Avez-vous finalement trouvé les lieux qu'il vous fallait pour ce combat politique? Bon, écoutez, c'est une machine politique. Je suis très heureux en étant à l'UDPS. C'est en âme et conscience que je vous dis. Je crois que quand on est un athlète politique, je crois que la meilleure des choses, c'est de trouver un grand club dans lequel on peut jouer. Si vous êtes dans une équipe comme Sangaba Lédé, vous êtes dans une équipe comme Mazembe, si vous êtes sollicité à aller jouer dans des grandes équipes comme Barcelone, comme Real, c'est le rêve de tout un acteur. Aujourd'hui, pour moi, l'UDPS, c'est tout pour moi. L'UDPS, c'est un parti qui a fait des prouesses dans ces pays, surtout qui a poussé les choses à être un peu respectées dans ces pays. Donc, me voir aujourd'hui à l'UDPS, franchement, M. Mukendi, c'est la constance qu'avait le président Tshisekedi, paix à son âme. Paix à son âme, même si on a encore peur de sa dépouille mortelle, on les considère toujours comme opposants alors que celui-ci est en train de reposer quelque part. Moi j'ai dit, écoutez, il faut les laisser être enterrés dans ce pays. C'est le plus grand cadeau qu'on peut donner aux Congolais. Mais moi, c'est retrouvé parmi ces siens. C'est vraiment une joie immense et je vous rassure que cette année ici, c'est l'année de l'UDPS. Parce que cette constance, cette lutte permanente par rapport à l'alternance d'une démocratie responsable, franchement, me pousse à rester dans ces partis politiques. Oh, je pense, pas plus tard que 2-3 mois, vous avez à Kinshasa, avec le responsable du parti, je voudrais dire, de l'UDPS. À quel niveau se situe ce contact, évidemment, par rapport à votre carrière politique? Mais vous connaissez, M. Mukendi, quand vous entrez dans un parti politique, en tant que politique, il faut rencontrer son père. C'était sur appel de mon président national, qui voulait rencontrer des gens turcs katangais, dont je fais partie. Le président nous a appelés, il voulait s'enquérir secrètement que ces gens sont là, sont des leaders, capables d'influencer son électorat au Katanga. Par rapport aux prochaines élections, bien entendu. Oui, tout à fait. Une valeur ajoutée dans l'UDPS. Parce que la majorité des gens continuent toujours à dire que l'UDPS est un parti des Kassaïens, mais pas du tout. Moi, je suis là, je suis autochtone. Être à l'UDPS, j'ai vu des M. Tabou et tout ça. Donc, j'essaie de dire aux gens, écoutez, il ne faut pas avoir cette vision-là, c'est une vision vraiment régulée. Le président ou l'UDPS est un parti national. Il doit avoir les fiches du coin, chose que nous avons vraiment eu le temps d'avoir chez notre président national. Et comme c'était notre première rencontre, nous avons eu suffisamment de temps de discuter avec lui toutes les questions politiques. Et il nous a convaincus. Ces messieurs, j'ai eu le temps de rencontrer, à me voir et entendre mon nom le lendemain. Il m'a cité, il m'a appelé par mon nom. C'est que c'est un homme avec mémoire d'éléphant, un homme qui peut être capable de diriger ses combats. Alors, M. Prince Kitoum, aujourd'hui, acteur politique, justement à temps plein à l'UDPS, comme on peut le dire, un cadre de l'UDPS turc, comme vous le dites. Alors, pour quelle finalité en embrassant cette carrière politique, particulièrement à l'UDPS? Écoutez, vous savez, moi, en tant qu'intellectuel et manager en même temps, parce que j'ai des activités privées, je suis en train de diriger plus de 50 personnes dans mes activités, dans mes entreprises. Je suis en train de voir comment essayer d'apporter tout ce que j'ai comme capacité intellectuelle et managériale, de mettre à la disposition de mon pays. Deuxième, je me dis, je suis économiste de formation. Et en tant que tel, je connais les objectifs
de la science économique. Parce que nous connaissons ici chez nous la mauvaise manie de prendre la politique mettre avant l'économie. Mais chez nous, en économie, nous disons de mettre l'économie au premier plan. Au premier plan. C'est comme ça que nous disons que pour que ce Congo puisse aller à l'émergence, voilà les préalables qu'il faut retenir. 1. Il faut la croissance économique. Deuxièmement, il faut les pleins d'emploi. Les pleins d'emploi supposent à ce que quand on aura à partir des ressources que nous avons ici dans notre pays, c'est que nous appelons la croissance économique. Après qu'on ait produit suffisamment, il faut partir à ce que nous appelons les pleins d'emploi. Les pleins d'emploi, c'est-à-dire qu'il faut créer suffisamment de travail. Troisièmement, il faut aller à ce que nous appelons la répartition équitable du revenu. La répartition, c'est-à-dire après avoir créé de l'emploi, il faut répartir cette richesse à tous les travailleurs d'une manière équitable. Que les licenciés se retrouvent en tant que licenciés, que les gradués se retrouvent en tant que gradués, que les diplômés se retrouvent en tant que diplômés. Ça veut dire une certaine justice. Oui, une justice sociale au niveau de salaire. Et puis troisièmement, il faut lutter à ce qui est stabilité des prix. Parce que écoutez, M. Mukendi, quand on vous paye, vous devez avoir la possibilité de retrouver le pain qui a coûté $1 il y a 5 ans, vous le retrouvez aussi aujourd'hui à ces mêmes prix. C'est ce que nous appelons chez nous la stabilité des prix. Il faut encore aller à ce que nous appelons l'équilibre de balance de paiement. C'est-à-dire, en d'autres termes, de relations commerciales de pays à pays doivent être fluides. Et puis, il faut encore ensuite aller à ce que nous appelons l'équilibre des finances publiques. C'est-à-dire, en soi, l'État doit se retrouver avec le moyen pour assurer la politique et pour assurer la gestion de sa politique. Et quand l'État n'a pas de moyens, je ne vois pas comment l'État peut créer du travail. Et en plus, les moyens vont venir d'où finalement? C'est ça que je vous dis ici qu'il faut nécessairement créer des moyens à partir de ressources. Des ressources naturelles que nous avons, la flore et la faune que nous avons, les cours d'eau que nous avons ici dans notre pays. Toute cette panoplie, c'est ce que nous appelons chez nous la croissance économique, les PIB, la production intérieure brute. Et à partir de ça, en d'autres termes, quand nous sommes en train de le produire automatiquement, nous créons du travail. Et en créant du travail, nous devons songer à comment payer ces gens. Parce que, écoutez, je ne sais pas, chez nous en économie, nous disons, mais la production, moins la consommation est égale à l'épargne. Mais ici, chez nous, nous vivons qu'avec la consommation, sans la production, c'est inadmissible. À côté de la consommation, une production qui peut être d'abord locale avant d'envisager. Naturellement, parce que nous, chez nous en économie, nous disons qu'il ne faut pas aller d'abord sur les marchés internationaux. Parce que quand on parle sur les marchés internationaux, on est en train de perdre de vitesse. On ne sera pas fort parce que toutes les devises sont en train d'aller chez le voisin. Vous rendez les voisins forts. Oui, on exporte tous les langues. Oui, on exporte les devises. Avec une économie on est en train de perdre. Vraiment, au lieu d'avoir une économie stable, au lieu d'avoir une économie juste à poser, au lieu d'avoir une économie linéaire où les produits produits localement, excusez la tautologie, doivent faire objet d'une transformation locale et puis d'une consommation locale. Voilà les mobiles pour lesquels on a créé les FPI. Les FPI qui a été créé de manière à ce que vous avez également apporté votre expertise en tant que tel. Oui, j'ai essayé de ça. J'ai créé certaines activités et je crois que les activités, vous pouvez en demander, sont en train de tourner vraiment normalement parce que, écoutez, un économiste, il respecte les principes économiques, c'est-à-dire il sait que les lois économiques sont têtues, les lois économiques sont turbilentes, les lois économiques sont infidèles et si vous mettez toutes ces lois ici en danse et en musique, je crois que nous, en tant que jeunes leaders, c'est ce que je suis en train de vider aux gens. J'ai lu d'ailleurs une des publications que je lis sur le net, sur les réseaux sociaux, où on dit, quand vous mettez les bananes et l'argent en face d'un Congolais, vous allez vous rendre compte que le Congolais va vite chercher à prendre les bananes parce qu'il s'est dit tout de suite il va consommer au lieu de prendre l'argent parce qu'avec l'argent il va créer de travail, il va créer des opportunités. Mais ici chez nous, il semble qu'on nous a été formés pour travailler pour être payé à la fin de chaque mois, c'est-à-dire en d'autres termes incapable au service de personnes. Avoir une certaine capacité de créer de l'emploi. Là, vous allez directement dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, vous conseillez les Congolais aujourd'hui d'aller vers l'entrepreneuriat. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu la chance d'aller en Belgique. En Belgique, où on nous a parlé de l'entrepreneuriat, où on nous a dit de la gestion du managérial. On a trouvé des jeunes de moins de 30 ans, de 28 ans qui réfléchissaient déjà à comment créer leurs propres entreprises. Mais ici, chez nous, chez Congo, on a des petites lettres d'emploi, du jour en demain, on les fait passer, on dit,
voilà, nous devons avoir les pasteurs qui doivent prier pour nous parce qu'il semble qu'on nous a déjà bloqués. Bon, moi, tout ça, j'ai dit non, nous devons nous prendre en charge, comme avait dit Mouzé, savoir créer de l'entreprise à partir de sa petite tête parce que déjà, quand on est licencié, c'est l'objectif pour laquelle l'université forme les gens. Donc, en d'autres termes. Alors, qu'est-ce qui est faisable au jour d'aujourd'hui pour éviter ce phénomène demande d'emploi, j'ai l'honneur en tant que tel, vous êtes économiste, acteur politique, bien entendu, votre expertise dans ce domaine peut-il être profitable aux Congolais, au Louchois d'une manière particulière? Parce que déjà, vous êtes dans la politique, vous allez cumuler votre expertise en tant qu'économiste plus la politique, bien entendu. Oui, mais vous savez, moi dans la politique, j'ai un objectif. Je suis entré dans la politique pour essayer de mettre en application ce que j'ai étudié à l'université. Et étudier de manière à ce que la population puisse profiter de mes expertises. Mais je suis en train de demander, en d'autres termes, à la jeunesse qui est en train de terminer des études, de réfléchir beaucoup plus comment on peut créer du travail, parce qu'on risque de s'éterniser en tant que chômeur. En même temps, pour avoir du travail, il faut partir de ce que nous appelons les principes de Joseph Schumpeter qui dit « entreprendre, c'est créer à partir de rien ». C'est-à-dire, je peux vous donner un exemple. J'étais dans une de mes entreprises, j'ai vu un jeune qui est arrivé, il m'a dit, bon écoutez, moi j'ai la possibilité de commencer à faire pour vous la campagne ou bien la publicité de ton produit que tu es en train de le faire gratuitement. J'étais étonné, j'ai dit, mais un citoyen qui vient me demander un service gratuit, je lui ai donné la possibilité, mais il m'a amené de quoi nécessaire pour que mon entreprise puisse émerger. Je vous assure que les messieurs, je l'avais engagé automatiquement et à ces jours, il a trouvé de quoi avoir les capitales et puis il a émergé. À ces jours, il est dans les prix. Donc, je demande à la jeunesse de se prendre en charge. Voilà. On va revenir dans le secteur politique. Alors, puisqu'on parle politique, avec les échéances qui arrivent, je le rappelle, le 23 décembre 2018, élection en République démocratique du Congo, la date reste maintenue par la CENI. S'il faut parler des élus, qui doivent être votés par le peuple, que ce soit au niveau national et provincial, selon vous, quel peut être le critère que le peuple peut utiliser pour arriver à voter des gens qui peuvent valablement le représenter? C'est une question permanente. Une question très pertinente. Cette question me fait recourir à mon cours de deuxième graduat de management que le professeur Kabeya Lubinachi, paix à son âme, le feu qui m'a laissé, mais qui m'a laissé la matière. Je remercie que son âme vraiment repose en paix. Il m'avait parlé de 3 P. Les 3 P. Les 3 P signifient que le premier P est consécutif à ce que nous appelons la personne. Avant de passer à l'élection d'un candidat, il faut regarder les candidats que vous voulez élire. La personne elle-même, elle a quelle moralité la personne? Elle a quel passé la personne? Elle a quel niveau de stabilité la personne que vous voulez élire aujourd'hui? Ça c'est le premier P. Le deuxième P, c'est les programmes. Les programmes, c'est en d'autres termes les projets de société. Quel est le projet que cet homme vous présente avec lui? Il ne faut pas prendre une personne parce qu'il est beau détail, parce qu'il vous a donné l'argent, parce qu'il a mis à votre disposition un polo, parce qu'il va donner de la farine. Moi, je pense que non. Vous devez regarder quel est le projet, quel est le plan que cet homme a. Et c'est le deuxième P. Et le troisième P, c'est ce que nous appelons les partis. Les partis, c'est les partis politiques. Vous voulez élire un candidat, vous devez regarder, mais quel est le parti politique que notre candidat est? Il est dans quel parti politique? Il y a des partis politiques comme ça, dans les mallettes ou dans les tiroirs. Il y a des partis politiques qui trahissent, il y a des partis politiques qui font du commerce. Mais vous regardez la constance d'un parti politique. Un parti politique comme l'UDPS, par exemple, qui s'est bâti bec et ongle, nuit et jour. Moi, je pense que ces partis politiques, c'est un parti politique, en âme et conscience, parce que je suis dedans, c'est un parti politique qui me fait confiance. Mais cela ne demande pas. Vous devez regarder tous ces 3 critères. Si vous regardez ces critères ici. Donc le critère de 3 P, selon vous? Oui. Personne, programme et parti politique. C'est les 3 P. Voilà, compris par le peuple. Votre président de parti, Félix Antoine Tshisekedi, a également déposé sa candidature. Vous lui faites quand même confiance? Bon, moi je pense que c'est le meilleur qu'il existe. Parmi tous les candidats. En âme et conscience, si je peux mettre ma main, vous allez regarder que les mains de Félix sont des mains qui sont encore propres. C'est un candidat que je demande aux Congolais de lui faire confiance. Il n'est pas dans les contentieux. Un candidat qui n'a jamais détourné les données publiques. Un candidat qui n'a jamais tué. Un candidat qui n'a jamais eu de contentieux judiciaires. Donc un candidat qui est modeste,
un candidat qui jouit encore d'une bonne moralité. Je pense qu'un tel candidat ferait mon choix. Puisqu'il est, pas seulement parce qu'il est de votre parti, mais par rapport aux critères que vous avez. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager ce que l'on appelle la candidature unique à l'opposition aujourd'hui? Bon, je crois que c'est une question en actualité. Hein. C'est une question que, d'ailleurs, Félix en a répondu. C'est une question qui doit être débattue à l'extérieur du pays, surtout qu'il y a certains des candidats qui n'ont pas déposé, qui ne sont pas ici. Ils sont privés de leur liberté, qui n'ont pas ici. Cette candidate, je suis en train de rassurer à la population que les Congolais ont compris finalement que non, il faut qu'on se réunisse en candidat unique de manière à ce que nous puissions booster cette Kabylie qui, à ces jours, a compris qu'il fallait qu'il aille à FCC. Et vous serez capable, vous, de l'opposition, de faire face au dauphin qui a été finalement choisi au jour d'aujourd'hui. Et ce sera l'avant-dernière question. Je pense que nous allons les battre à plate couture. Ne vous en faites pas, nous allons monter toutes les stratégies possibles avec notre peuple qui a tant souffert, avec notre peuple qui a tout perdu. Dans un Congo où la justice n'est pas, dans un Congo où les femmes et les enfants n'ont pas droit à l'emploi, ils n'ont pas droit à la santé, ils n'ont pas droit à l'habitat, ils n'ont pas droit à la liberté d'expression, ils sont privés, ils sont opprimés. Nous pensons que nous allons les garder. Les peuples est témoins et le peuple fera les bons choix. Je pense que je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. C'est à moi qui vous remercie. Et je saisis de l'opportunité pour vous dire que les portes sont grandement ouvertes. Je suis à votre disposition anytime. Ce ne sera pas la dernière émission. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, votre magazine d'entretien sera fermé à tous à chacun. Merci de l'avoir suivi. Nous avons eu le temps de décrypter avec vous les questions d'actualité avec M. Pons Kitungwa. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.